Vous m'entendez? Parfait, parfait. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire WeNetwork, qui est consacré à notre retour d'expérience du salon du CIDO 2020 qui s'est tenu à Lyon les 3 et 4 septembre dernier en physique, ce qui est assez exceptionnel dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je suis Julien Fillot, Marketing et Communications Manager au sein de l'accélérateur d'industrie WeNetwork. Pour les personnes qui ne connaissent pas WeNetwork, notre métier est d'accélérer en tant que partenaire de confiance les industriels engagés dans la transformation digitale à travers 3 métiers, l'électronique, l'IoT, donc l'intégration aussi de la dimension mécanique avec l'électronique, et l'optimisation industrielle. Alors, avant d'aller plus loin et poursuivre ce webinaire confortablement, je vous invite à couper vos micros et caméras. À l'issue de la présentation, je consulterai vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir avec vos commentaires sur le chat Zoom. Si vous ne voyez pas la fenêtre chat, je vous invite à cliquer sur l'icône « Converser » qui se trouve en bas de votre écran. Voilà pour les précautions d'usage concernant ce webinaire. Alors, on va tout de suite démarrer. On a des personnes qui nous rejoignent et on va les admettre au fur et à mesure. Alors, je voulais ce matin, dans cette présentation, vous parler du CIDO, mais sous l'angle de 3 focus différents concernant ce que j'ai pu voir du salon. Donc, on parlera d'abord de notre expérience, de mon expérience vécue sur le salon. On y confrontera les promesses face aux réalités pour voir si aujourd'hui cela vaut vraiment le coup d'aller au CIDO en tant que visiteur ou en tant qu'exposant. Nous avons également la chance ce matin d'inviter Wassim Driouchi, Senior Manager IoT et Télécom du cabinet de conseil en management et technologie Bearing Point, qui pourra nous apporter un retour sur les résultats d'une étude toute récente qui a été menée par le cabinet concernant les spécificités et les tendances du marché IoT en France. Enfin, je vous partagerai le rétex du groupe ITK, donc un leader en agri-intelligence que j'ai trouvé particulièrement inspirant pour comprendre le potentiel de l'IA au sein de vos objets connectés en cours de développement ou déjà sur le marché. Alors, on va tout de suite démarrer avec le retour d'expérience sur ce salon du CIDO. Donc, le salon du CIDO, c'est un salon qui en est à sa 6e édition cette année, en 2020, avec une organisation qui se tient à la Cité internationale à Lyon, donc un bel événement qui revendiquait l'année dernière, en année standard, donc 9000 visiteurs, 80 conférences, avec autant de sujets, d'angles pour saisir les nouveautés sur les thématiques d'innovation, produits et procédés. L'année dernière, 400 exposants étaient présents, des cabinets, conseils, jusqu'aux offreurs de solutions technologiques. Et concernant la promesse de ce salon, depuis son lancement, le positionnement initial qui était centré sur l'IoT et ses usages dans les produits intelligents s'est élargi au fur et à mesure des éditions pour englober de nouvelles thématiques. On a ainsi vu progressivement apparaître l'IA, l'apparition de l'IA, complémentaire bien sûr de la remontée de données issues des capteurs de l'IoT, donc avec tout l'ajout de nouveaux exposants, de nouvelles conférences autour des couches logicielles, du deep learning, des plateformes cloud destinées au traitement des données issues de l'IoT. On a vu également la robotique, la cobotique s'inviter sur le salon. Et cette année, alors on ne le voit pas sur cette slide-là, mais on avait également l'élargissement à un cycle de conférences dédié aux réalités immersives, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, qui venait compléter un petit peu le panel des technologies du salon. Et voici un petit peu les ambitions que le salon affichait. Donc ça, c'était bien sûr au tout début du premier semestre 2020.
avec 11 000 visiteurs, donc plus de 1000. Donc, avec de belles ambitions, on voit bien que le salon il commence vraiment à se développer, à attirer très largement. Sauf que, bien sûr, les prémices de la deuxième vague du Covid étaient déjà visibles à Lyon. La ville était une des premières à avoir rendu le masque obligatoire, donc c'était quelques jours à peine avant le salon. Et pourtant, bien que situé en zone rouge, le SIDO est passé entre les gouttes des annulations d'événements. Sauf qu'au lieu des 11 000 personnes attendues, on a eu 7 000 personnes en définitive. Voilà, donc voilà comment on abordait le salon. Et pour en dire un petit peu plus sur les conférences, puisque ça, c'est vraiment un des points forts du SIDO, donc 80 en moyenne, un peu plus de 70 sur cette édition-là, sur des slots assez courts de 45 minutes à 1h15. On avait bien sûr des thématiques qui croisaient toutes les technologies évoquées plus haut, mais on commence à avoir sur ce salon des verticales qui sont creusées, comme l'environnement, l'industrie, la mobilité, la santé, donc qui permettent aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin pour se dire, voilà, sur telle verticale, sur tel marché, où est-ce qu'on en est, quelles sont les meilleures pratiques, voilà, et donc qui fait écho à ce qu'on verra tout à l'heure sur la partie agriculture. Alors, maintenant, un petit retour personnel. Moi, mon retour sur les formats tels que j'ai vécu ce salon, c'est que les conférences du SIDO, donc il y en a une vingtaine organisées sur 2 journées, on les a vraiment trouvées intéressantes. Les sujets se veulent accessibles. C'est souvent au format de table ronde, donc ça mixe plusieurs regards. Ça offre un sentiment de hauteur sur les sujets. Un format qui est moins convaincant en revanche, c'est le workshop. Pourquoi ? Parce que les workshops, en fait, ce sont des formats payants par les entreprises et donc généralement orientés monosolution. Et en fait, ça n'apporte pas de grille de lecture si on n'est pas spécialiste du sujet. D'ailleurs, ces derniers étaient vraiment moins remplis que les conférences. Donc voilà un petit peu sur la partie contenu du salon. Alors maintenant, on peut bien sûr évoquer les espaces de showroom, d'exposants, qui sont découpés sur le salon en fait en 2 zones de démonstration des solutions. Ici, vous avez la partie ouest qui concentrait la partie applicative et les plateformes cloud, IA ou réalité virtuelle. Alors, pour l'occasion, le robot Pepper avait également mis son masque. Il y avait vraiment un message qui était diffusé sur le salon pour inciter les visiteurs à porter le masque, ce qui était assez innovant, on va dire, à ce moment-là de l'épidémie. Mais plus intéressant, en fait, vous voyez sur le visuel de gauche, vous voyez Microsoft. Les GAFAM, Microsoft était déjà présent sur le salon les années précédentes, les sponsors Platinum. Mais en fait, il a été aussi rejoint cette année par AWS, donc Amazon Web Services. Et en fait, on constate, en fait, déjà, ça c'est un premier enseignement sur le fond, c'est qu'il y a vraiment un renforcement des GAFAM sur les solutions IoT qu'ils souhaitent proposer, non plus seulement sur les plateformes de gestion de la data, mais également vers le hardware. Par exemple, AWS a racheté récemment FreeRTOS, qui offre un système d'exploitation en fait, open source en temps réel pour les microcontrôleurs, c'est-à-dire le hardware des objets connectés. Donc, on sent que là, il y a une ambition qui va sans doute s'amplifier dans les mois et années à venir de ces GAFAM, de se rapprocher de l'objet et pas seulement de rester sur le côté cloud, le côté applicatif. Alors, de notre côté, nous étions positionnés sur la partie Est. Donc, c'est la partie qui se situe à gauche de votre écran, où se situaient plutôt les offreurs de solutions électroniques, quelques institutionnels également, comme vous voyez avec la présence de la région, par exemple, la région Rhône-Alpes, Auvergne.
Et en fait, les espaces de conférence étaient plutôt sur les étages. Donc, en fait, c'est un salon où circulait pas mal, vu la densité du programme de conférence, vu les espaces finalement assez réduits et découpés pour les exposants. On n'a pas le temps de s'ennuyer finalement sur ce salon. Voici pour l'anecdote l'équipe sur l'espace WeNetwork. Et alors, donc si je reviens un petit peu au retour de l'équipe, pour nous, ça a été vraiment bien. On a eu vraiment des contacts intéressants, comme on en avait rarement pris sur un salon. Donc, on en a eu près d'une cinquantaine sur 2 jours, avec une douzaine d'opportunités bien qualifiées. Oui, pour nous, franchement, c'était très intéressant. On est au cœur de notre métier. Donc, ce sera à refaire. Et oui, je suis à gauche de l'écran. Alors, on n'a pas résisté à l'envie, pour finir cette présentation de ce retour d'expérience, de vous faire un petit récap de nos coups de cœur du salon et des choses qu'on a plus ou moins aimées. Donc, parmi les choses qu'on a aimées en bas à gauche, c'est les conférences thématiques, toujours bien anglais, surprenantes, bien sûr dépendant des intervenants, mais on a vraiment de la matière, donc ça vaut vraiment le coup. Les directions d'entreprise, bien présentes. On a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui font le déplacement de Paris sur ce salon. Et on a les directions qu'on croise. Donc ça, c'est assez intéressant. Voir des gens. Voir des gens, c'est toujours ressourçant dans le contexte actuel. Et en fait, on s'est rendu compte que même avec le masque, toute la journée, ce n'est pas si handicapant que ça. Donc vraiment, ça vaut le coup d'aller sur des événements physiques s'ils sont organisés. On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je ne l'ai pas mis ici, mais bien sûr, les spécialités lyonnaises. Voilà. Et dans les choses un petit peu moins agréables du salon, je voulais un peu mentionner les workshops sponsorisés. Si on ne cherche pas une solution en particulier, c'est moins intéressant. Le deuxième jour du salon, qui était moins fréquenté, avec quand même une perte de flux sur un tiers des visiteurs. Et puis, on a eu l'impression aussi qu'il y avait moins de faiseurs, d'ingénieurs, peut-être cette année par rapport à d'autres éditions. Donc, c'est un point à noter si vous êtes une entreprise qui a envisagé d'y envoyer vos équipes en 2021. Un conseil, si vous n'avez la possibilité de l'envoyer que sur une journée, priorisez le jeudi. Voilà. Donc, en définitive, ce n'est peut-être pas le meilleur événement pour rechercher la compétence technique qui correspondrait à votre besoin précis, sauf si vous avez repéré, bien sûr, en amont des solutions des entreprises qui vous intéressent. En revanche, si vous y allez pour prendre la température du marché, pour évaluer une solution, vous avez tout intérêt à vous immerger dans les allées et les conférences du salon. Une chose qui est intéressante à noter, avant de passer la parole à l'intervenant de Bearing Point, donc Wassim, si vous êtes à la recherche d'un retour approfondi sur votre domaine de spécialité, par exemple, sachez que vous pouvez accéder au replay vidéo ou audio, selon les conférences, directement depuis le site internet du salon. Cela nécessite tout simplement une inscription au préalable. Alors, nous allons maintenant revenir sur l'étude du cabinet Bearing Point avec Wassim Driouchi. Alors, je vais essayer de lui donner la parole. Je cherche dans les intervenants. Voilà. Ça y est. Bonjour Wassim, est-ce que vous pouvez vous exprimer? Vous avez la parole. Bonjour Julien. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Vous m'entendez correctement? Oui, on vous entend. Par contre, on ne vous voit pas, je crois. Oui, là je suis dans un environnement où je ne vais pas pouvoir partager la caméra. D'accord, très bien. Je vous prie de m'en excuser. J'espère que l'audio et le support seront suffisants pour pouvoir suivre
Cette petite présentation qui s'appuie sur une conférence qu'on a menée lors du SIDO. Et du coup, on a répondu favorablement à votre sollicitation, Julien, pour partager rapidement quelques éléments qu'on avait présentés au SIDO. Oui, tout à On fait. dispose d'un quart d'heure, c'est ça? Tout à fait. Ok. Allez-y. Eh bien, et puis, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, si vous le souhaitez. Est-ce que j'ai la main sur le slide? Alors, vous êtes présentateur, donc logiquement, vous pouvez partager votre écran. Moi, Je vais aller chercher ça. Normalement, vous voyez mon écran. Oui, de mon côté, c'est bon. Ok. Hop. Alors, juste un mot d'introduction, parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Bearing Point, donc je vais faire une page d'introduction très rapide, hein, mais juste pour situer. Bearing Point, c'est un cabinet de conseil en management et en technologie. On est présent en Europe, on a un ancrage très européen, avec deux forts pays de présence que sont France et Allemagne. On a plus d'1 millier en France, on a environ 10 000 en Europe. Et ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on accélère très fortement notre activité autour de l'IoT. Les clients qu'on accompagne en France, c'est essentiellement les grands groupes du CAC 40 et puis en Europe de l'Eurostoxx. On a deux types de clients sur les sujets IoT qui sont à la fois les fournisseurs de solutions et puis les entreprises en fait, qui vont miser sur l'IoT comme levier de transformation. Et donc, dans le cadre de nos projets de transformation qu'on mène avec nos clients, en fait, on s'est rendu compte d'un manque qu'on percevait sur le marché et qui était d'avoir une vue plus opérante sur la réalité du marché en France versus les exponentiels qu'on avait l'habitude de voir sur les market research qui étaient souvent menés à une échelle plutôt européenne ou mondiale et qui étaient ramenés en top-down à une vue française. Donc, on a monté un écosystème d'entreprises qui sont concernées par l'IoT. Aujourd'hui, on a un écosystème qui s'appelle l'IoT Business Hub, dans lequel on a plus de 700 professionnels de l'IoT. Et puis, on a analysé en fait ce que faisaient les acteurs qui étaient présents sur la chaîne de valeur IoT sur le marché français. Et donc là, ce que je vous partage, c'est un peu les quelques enseignements issus de cette analyse, mais bien sûr, il y a bien d'autres choses dont on pourrait parler tellement le sujet est large. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'IoT Market Radar France, et on l'a annoncé en exclusivité lors du SIDO. Donc ce qu'on a regardé en particulier, c'est quels sont les positionnements des acteurs. Le premier point, c'est en termes de logique verticale. Est-ce que le positionnement des acteurs en France est cohérent avec la ventilation de la valeur? Ce qu'on a remarqué, c'est que pour le coup, ça l'était, et que les secteurs qui semblaient être les plus avancés étaient en France, secteur industriel, secteur du smart building, dans une moindre mesure smart home, on a fait un conglomérat des deux, et puis tous les sujets de transport et de logistique. Et ce que ça montre, en fait, c'est que l'IoT est avant tout utilisé comme un levier d'excellence opérationnelle. Si je continue à dérouler, on a aussi mené l'analyse en termes de positionnement sur la chaîne de valeur. Donc, chaîne de valeur assez simplifiée, on a considéré objets, connectivité, plateforme et services. Et là, ça a été un peu plus une surprise. On a constaté qu'il y avait une surreprésentation des acteurs en France sur des zones où la valeur va avoir tendance à se réduire par commoditisation, donc notamment sur ce qui est des objets ou de la connectivité. Alors, on modère quand même ce constat avec le contexte actuel Covid, dans lequel on sent que maîtriser sa chaîne de provisioning, de sourcing, devient de plus en plus critique et du coup, ce qui amène à une tendance de relocalisation
qui peut faire qu'avoir une chaîne IoT complètement made in France peut avoir du sens sur certains cas d'usage où on va vouloir s'assurer que les composants vont toujours pouvoir être présents rapidement, ou aussi, pour d'autres raisons, quand on fait face à des enjeux de sécurité où on veut complètement maîtriser ces équipements, et on a peut-être une angoisse par rapport à des équipementiers chinois, par exemple, eu égard à l'affaire Huawei sur le déploiement de la 5G. Pour autant, quand on tire le trait en termes de déformation de valeur, ce qu'on voit, c'est que la valeur elle va de plus en plus être portée par les plateformes et services. Et aujourd'hui, malheureusement, les acteurs français ne sont pas encore suffisamment positionnés sur ce type d'offres. Et donc, on va dire, il y a un potentiel de croissance à aller travailler pour que ce ne soit pas uniquement les gros GAFAM qui viennent capter cette valeur-là. Ce qu'on a fait en complément de cette analyse marché, c'est qu'on s'est intéressé de très près à des projets réels, concrets, qui ont été déployés en France sur les 2 dernières années, et en regardant un ensemble de données, pour pouvoir un peu voir à quel niveau de maturité on est, quelles sont les caractéristiques communes sur ces projets, pour que ça donne des clés de choix de décision pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer sur des projets IoT. Donc, premier constat, je pense que ce n'est pas trop une surprise pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans l'IoT, c'est que c'est très ancré B2B, hein, avec à peu près 3/4 des projets qui sont là-dessus. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on semble sortir de la phase de pure expérimentation POC. Parce que quand on regarde la taille des projets en termes de nombre d'objets connectés, on a à peu près 2/3 des projets qui concernent plus de 1000 objets, et quasi 80% des projets où on est déjà sur des budgets supérieurs à 100 000 euros. Et c'est une frontière à partir de laquelle on considère qu'on sort du simple POC. Point intéressant aussi, pas mal d'innovations sur ces projets avec de la propriété intellectuelle et des brevets déposés dans à peu près un projet sur 3. Alors après, ces projets, ils ont quoi comme objectif? Sans surprise, c'est beaucoup d'excellence opérationnelle avec de la réduction de coûts, et dans une moindre mesure de la création de services, d'enrichissement de la relation client, avec un objectif d'accroissement de chiffre d'affaires ou de renforcement de la relation client. Quand on s'intéresse à la maturité de ces projets, alors encore une fois, première bonne surprise, on est à peu près un peu plus d'un projet sur 2 qui est considéré comme industrialisé. En revanche, cette industrialisation, elle est souvent technique. Ce qui semble indiquer une maturité moins forte, c'est les indicateurs qui sont utilisés pour piloter ces projets. On est encore bien souvent sur des indicateurs techniques. Est-ce que mes objets fonctionnent? Est-ce qu'on collecte bien les données? Et pas forcément sur des indicateurs de pilotage business. Et donc ça montre qu'il y a encore une marche à franchir pour passer d'expérimentation technique fonctionnelle vers des projets qui sont là bien pour réduire des coûts, améliorer le chiffre d'affaires. Et sur ce sujet de maturité, en fait, on le retrouve sur une des composantes qui est souvent complexe à aborder sur les projets, qui est le choix des plateformes. Et le premier point, en fait, c'est que ça, c'est plutôt encourageant. Il y a pas mal d'acteurs qui sont passés sur des logiques d'achat de plateformes, et donc qui montrent qu'on ne cherche plus à réinventer la roue et qu'on s'appuie sur des standards qui commencent à se mettre en place. En revanche, on a à peu près un acteur sur 8 uniquement qui prend bien conscience du fait qu'il n'y a pas de plateforme unique, mais bien une succession de couches de plateformes qui ont des rôles différents, de la gestion des objets jusqu'à la gestion des processus métiers. En termes de connectivité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de connectivité qui permet de tout faire, hein. C'est du cas par cas en fonction des use cases, avec pas mal de projets où la multiconnectivité peut avoir du sens. Et puis quand on regarde comment les organisations prennent le sujet IoT, notamment les entreprises qui vont utiliser l'IoT pour se transformer, aller chercher de l'excellence opérationnelle, on constate qu'il y a de nouveaux rôles qui apparaissent dans l'entreprise, comme des directeurs IoT, des responsables de partenariat IoT ou des architectes IoT, et qui, eux, en fait, vont se spécialiser sur cette transformation. Dernier point, c'est qu'est-ce qui change avec le Covid?
Nous, ce qu'on voit à travers les échanges avec notre écosystème de professionnels de l'IoT et les projets qu'on mène avec nos clients, c'est 3 points. Un recentrage sur les interventions, des interventions humaines sur le strict nécessaire, donc de plus en plus d'automatisation, l'IoT comme levier d'automatisation. Une recherche d'optimisation des espaces de travail, et puis un sujet santé qui est devenu plus prégnant avec des ressources limitées dans le milieu hospitalier notamment, dans lequel l'automatisation permet à la fois d'améliorer l'impact que peut avoir un professionnel de santé en termes de personnes couvertes, et aussi réduire les interactions entre les patients et le corps médical, et du coup réduire les risques de contamination. Voilà les 3 types d'accélération qu'on a vus en ce moment liés au Covid. Voilà, c'était peut-être dense et rapide. L'objectif, c'est juste de partager quelques constats. On n'a pas non plus la prétention de dire qu'on voit tout ce qui se passe sur le marché IoT, mais c'est pour ça qu'on cherche vraiment à maintenir notre écosystème et à s'alimenter des retours d'expérience de chacun. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec nous et à rejoindre notre IoT Business Hub. Il n'y a pas de frais d'accès. Le seul engagement, c'est le partage d'informations avec les autres professionnels de l'IoT. Voilà pour moi, Julien. On a évoqué finalement les tendances marché, on a évoqué ce salon qui commence à prendre de l'ampleur dans la galaxie finalement des événements dédiés aux technologies, puisque aujourd'hui c'est le plus important salon en France et en Europe consacré à l'IoT. Maintenant, ce qui pouvait être intéressant, on a vu effectivement que sur les KPI business dédiés à l'IoT, on voit bien avec l'analyse de BearingPoint que si on veut vraiment récupérer un ROI satisfaisant sur des cas d'usage auprès de clients et vraiment remplir le service qui est attendu par le client, eh bien, il faut mettre en place non seulement ces ROI, mais également développer des nouveaux cas d'usage. Et en fait, on a aujourd'hui, et ça c'était vraiment très très fort sur ce salon, on voit très bien que l'intelligence artificielle commence un petit peu à émerger en relais vraiment des solutions IoT. Et on se demande à tel point qu'aujourd'hui, on se demande si finalement, on ne va pas arriver à ce qu'on appelle l'AIoT, c'est-à-dire l'Artificial Intelligence of Things, ou bien dans la langue de Molière, l'intelligence artificielle des objets, qui a priori devient un nouveau Graal de l'innovation. Donc là, vous avez sous les yeux un document de communication de Cisco qui en expose les potentialités et cas d'usage pour l'avenir de l'IoT. En mixant intelligence artificielle, connectivité offerte par les nouveaux réseaux 5G qui vont commencer à se déployer, et la puissance du big data sur les plateformes, comme l'évoquait Wassim tout à l'heure. Et beaucoup de promesses, finalement, des wearables jusqu'à la smart industry, en passant par la Smart City, comme on le voit un petit peu dans différentes capitales en France aujourd'hui, et avec des bénéfices anticipés comme majeurs, comme par exemple la gestion automatisée de la supply chain dans la Smart Industry. Donc un rêve sans doute de responsable de la production. Et qu'est-ce qui se passe si on reprend une application liée au edge computing, c'est-à-dire le fait de mettre de l'intelligence au plus près de l'objet connecté, c'est-à-dire sur le terrain, et pas de concentrer uniquement l'intelligence dans le cloud, on a aussi des promesses sur finalement l'autonomie totale dans un environnement ouvert, tel que des robots domestiques, des véhicules autonomes. Et finalement, c'est ce que promet Elon Musk, puisque pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a annoncé le démarrage des tests en bêta privée de la conduite autonome au niveau 5 de son logiciel Autopilot. Donc, comme le montre le visuel, sans les mains. Donc,
finalement, est-ce que tout ça, ce n'est pas l'affaire de quelques mois, de se dire que ces objets connectés qui nous remontent de la data aujourd'hui, qui apportent de l'information, qui permettent de faire du suivi, du reporting, du tracking, d'automatiser des process, est-ce que demain, on n'aura pas également, finalement, le meilleur des mondes avec la combinaison de ces technologies? Et donc, une voiture, alors là, elle est un petit peu seule, mais qui, finalement, sera totalement autonome. Alors, on peut avoir ça aussi. Tesla a eu des incidents graves. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est quoi la réalité de ces promesses dans une vraie situation, au-delà du hype lié à toute nouvelle technologie? C'est là où je voulais un petit peu évoquer le cas ITK, qui était vraiment en plus dans la continuité de la conférence de Bearing Point, donc c'était vraiment intéressant. ITK, c'est une entreprise basée à Montpellier, leader de l'agri-intelligence. Leur métier, c'est aujourd'hui de proposer des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs. Concrètement, ça propose des modèles algorithmiques, donc logiciels, pour permettre aux agriculteurs de prévoir comment vont évoluer les cultures, les performances du troupeau, notamment concernant les vaches laitières. Donc, l'agriculture, c'est un domaine qui est bien avancé sur l'utilisation des technologies diverses et variées, de l'agriculture de précision, déjà il y a une vingtaine d'années avec des équipements embarqués pour localiser les gros matériels, puis l'utilisation des images satellites, des capteurs connectés, des stations météo, des capteurs pour l'élevage. Et aujourd'hui, ITK, finalement, est venu aussi à l'IoT pour suivre, et aujourd'hui suit non pas 1 million d'hectares de culture, mais ils en sont en fait à 2,5 millions et 300 000 vaches connectées, essentiellement en France et en Europe. Et en fait, ITK, leur défi, c'est de concevoir un capteur performant, un simple capteur en LoRa, un réseau de communication sans fil longue portée, pour optimiser la production de ces vaches laitières. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter Philippe Stoop, qui est le directeur R&D d'ITK, évoquer un peu la problématique et son marché. Une petite audio de 3 minutes qui a été captée pendant le salon. Notre sentiment, c'est un domaine où il y a beaucoup de startups qui émergent, beaucoup d'innovations, qui est en cours de structuration, et on sent clairement une polarisation en cours vers deux pôles. D'une part, tout ce qui concerne les applications de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données, sur des applications très spécifiques destinées à être embarquées sur des équipements lourds, et qui, a priori, où il y a une convergence, surtout un rassemblement des startups ou un adossement sur des grands acteurs industriels déjà existants. Et il y a vraiment tout ce qui concerne l'analyse des données de l'exploitation, où là, ce qui est vraiment notre cœur de métier, où l'enjeu, c'est vraiment ce qu'on appelle l'agri-intelligence, c'est-à-dire vraiment donner du sens à l'ensemble de ces données grâce à des modèles prédictifs. Et c'est vraiment pour nous le cœur de notre métier. Et du coup, les objets connectés deviennent un enjeu stratégique pour disposer de données de qualité pour faire tourner nos modèles. Donc on travaille essentiellement sur les vaches laitières et le but c'est vraiment de suivre leur comportement pour fournir à l'éleveur des indicateurs qui vont permettre, des indicateurs ou des alertes qui vont lui permettre d'être averti quand il y a des événements importants à suivre. Et un des plus importants, c'est ce qui concerne leur production, de savoir quand est-ce qu'une vache entre en chaleur pour la faire féconder, savoir quand est-ce qu'elle va véler pour pouvoir l'aider si le vélage se passe mal. Et à partir de ces demandes, qui étaient les demandes initiales, on a développé toute une gamme de capteurs aussi pour aller un peu plus loin, suivre également leur alimentation, savoir combien de temps elles passent à manger, à ruminer, parce que ça donne des indications sur la qualité de la nourriture, sa digestibilité, et du coup les performances de croissance qui vont s'en suivre. Et puis également pour être capable de détecter aussi des problèmes de santé ou de bien-être par suivi de leur niveau d'agitation. Alors tout ça se passe donc par des capteurs connectés qui communiquent en LoRa et qui du coup restituent à l'agriculteur, à l'éleveur en l'occurrence,
toute une série d'alertes et d'informations. Le capteur principal dont on va détailler le développement, c'est un accéléromètre, tout simple, hein, fixé autour du cou de la vache, qui va mesurer son activité. Donc au total, si on voulait utiliser toutes ces données qui ont de la valeur pour l'éleveur, il faut vraiment transformer la vache en arbre de Noël avec des capteurs partout. C'est pas très confortable pour elle, ça devient une grosse galère quand il y a quand on a affaire à des grands troupeaux. Et puis surtout, c'est une impasse économique, parce que comme on est quand même encore sur des petites séries, je dirais, typiquement, on est quand même sur quelques dizaines de milliers d'exemplaires de chaque capteur par an, ça reste quand même des capteurs relativement coûteux. Là, je dirais, il y a quelques années, on était sur des coûts de l'ordre de 50 € par capteur. Et c'est quand même une somme pas négligeable pour les éleveurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, le marché est concentré sur les vaches laitières, qui sont les animaux qui ont la plus grande valeur individuelle. Du coup, on se trouvait un peu dans un cercle vicieux. On a des petites séries parce qu'on avait des capteurs monofonction et qui en plus étaient utilisés qu'une partie de l'année, parce que l'usage principal, détection de chaleur, détection de vêlage, il n'y en a besoin qu'un mois par an et par animal au maximum. Donc du coup, les éleveurs achetaient juste un capteur pour 2 ou 3 vaches dans leur troupeau. Notre sentiment, donc, on voit la problématique, beaucoup de capteurs pour finalement détecter, suivre tout ce qui se passe pour la vache. Une grande complexité finalement, si on met tout ça en place, et finalement pas assez de retour sur investissement pour l'éleveur, pour le client final de ce produit. Alors, que se passe-t-il du coup? Ça, c'est le groupement ITK Medria qui commercialise cet objet connecté il y a 4 ans, quand elle est confrontée à cette problématique. Eh bien, elle est rachetée, elle arrive en situation de cessation de paiement, notamment au moment de la crise du lait, grévée par trop d'investissements, trop peu de valeur ajoutée, trop peu de pénétration de son produit sur le marché des éleveurs. Et c'est à ce moment-là que les équipes combinées d'ITK et de Medria engagent une nouvelle stratégie. On l'écoute, c'est encore 1 minute d'écoute de la réponse. Et donc, si on voulait un peu sortir de ce cercle vicieux, il fallait d'une part développer des usages qui incitent les éleveurs à avoir un capteur par vache, et puis bien entendu en rapportant vraiment une valeur ajoutée significative derrière, et arriver, autant que possible, à concentrer toutes les fonctionnalités sur le même capteur. Ce qui a vraiment donné une nouvelle dimension au capteur, c'est quand on s'est dit que ça serait bien quand même d'arriver à détecter le vêlage, qui est donc l'autre application la plus importante, toujours avec ces capteurs autour du cou. Donc là, ça devient encore plus compliqué, parce que là, l'événement important, il se passe de l'autre côté de la vache, si on peut dire, à l'autre bout de son corps. C'est déjà pas facile avec des capteurs sur la queue, sur le cou, c'était encore plus compliqué, puisque donc il n'y a pas de mouvement typique, une vache peut voler debout ou couchée, elle peut être plus agitée que d'habitude, ou au contraire plus calme. Et là, c'est là qu'il a fallu passer vraiment au deep learning, qui a réussi effectivement à identifier des motifs clairs pour l'ensemble des cas, et à fournir un service de précision presque équivalente à celui des détecteurs vraiment spécialisés, basés sur la queue. Du coup, grâce à cette évolution, on a pu passer petit à petit donc de capteurs monofonctionnels et du coup relativement avec un rapport coût sur service apporté relativement élevé, à un capteur qui est le seul actuellement sur le marché à assurer toutes les fonctions classiques des capteurs de monitoring des troupeaux. Donc, du coup, avec un rapport qualité-prix pour l'éleveur supérieur. Ça nous a permis, du coup, en partenariat avec un distributeur, de changer notre business model, de passer d'un business model basé sur la vente de capteurs à un business model de service. C'est la transition en cours qu'évoquait aussi BearingPoint. Maintenant, donc, on ne vend plus de capteurs, on vend des services, des bouquets de services avec la fourniture du capteur et son renouvellement si nécessaire, qui est associé gratuitement. Depuis qu'on a lancé ces nouveaux bouquets de services, la majorité de nos clients maintenant achètent autant de capteurs qu'ils ont de vaches dans leur troupeau, ce qui entraîne du coup une augmentation significative des volumes et va nous permettre maintenant de lancer un nouveau design du capteur pour arriver maintenant à augmenter nos marges sur les capteurs vendus. Voilà. Donc,
Vous avez compris, il n'est pas question ici de parler d'AIoT, d'apporter une intelligence particulièrement développée à l'objet connecté. C'est un objet qui ne fait que transmettre le signal de l'accéléromètre au système logiciel à travers une connexion sans fil longue portée. Par contre, on voit bien que l'intégration au sein du système d'analyse de techniques de deep learning pour analyser le signal du capteur démultiplie la précision et donc la reconnaissance des situations particulières dans la vie de l'animal sur un environnement qui, là aussi, est complètement changeant, aléatoire du fait du comportement même de l'animal. Et finalement, l'IoT, avec l'IA, dans cet objet, a rendu cette solution connectée rentable et elle dispose désormais d'un avantage compétitif sur la concurrence, tout simplement en ayant suivi deux axes, le développement de nouveaux cas d'usage en continu et la concentration des fonctions sur un même capteur pour que l'objet connecté soit utile toute l'année. Donc voilà, on arrive à la fin de ce questionnaire. Je vois qu'il y avait des questions. Je ne sais pas si elles ont toutes été répondues, mais n'hésitez pas à en poser encore. Alors, ce que je voyais, c'était une question pour Wassim, si les datas présentées n'étaient que françaises ou si elles étaient également européennes. Alors, je vais essayer de retrouver Wassim. Alors, je ne vais pas lui donner le mode présentateur cette fois-ci, mais au moins le micro, si c'est possible. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Bon, Wassim est connecté, mais il se connecte, mais son micro ne fonctionne pas. Donc ça, c'était la première question. Alors, pour avoir vu la conférence, je peux répondre en partie à la question. C'est que l'étude se concentrait plus particulièrement sur la France, mais il y avait aussi un focus européen. Donc, ce que vous pourrez faire éventuellement, c'est vous retourner vers Bearing Point et la communauté, puisqu'il y a une étude qui est sortie, dont est issue la présentation que vous avez pu voir tout à l'heure. Je vois également des questions autour du facteur humain, de l'appropriation. J'imagine que c'est l'appropriation des objets connectés, l'acceptabilité peut-être des changements de process. Donc, effectivement, c'est une vraie question autour des objets connectés. On n'avait pas de cas d'usage qui était présenté par Bearing Point précis, si ce n'est qu'on allait automatiser un certain nombre de choses. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'objet connecté peut permettre d'apporter de la valeur à un produit, à un objet, comme on vient de le voir dans l'agri-intelligence. Voilà. Ah, Wassim, c'est vous? Oui. Merci. De retour parmi nous. Est-ce que vous avez entendu la question sur la partie européenne de l'étude que vous avez menée? Est-ce que l'étude concernait aussi… Non, désolé, je veux bien que la personne la répète. Je vous avoue être sur deux réunions en même temps. D'accord, ah oui, forcément. Alors, du coup, la question, c'était les datas présentées ne sont-elles que françaises ou bien européennes dans l'étude Bearing Point? Attends, on l'a fait volontairement sur le périmètre France, mais on est en train, en fait, comme on a une presse européenne, on est en train de travailler sur l'extension de cette étude, pays par pays. Et donc, l'Allemagne pourrait être l'un des pays sur lequel on va étendre cette étude pour l'année prochaine. D'accord. Pour autant, si vous êtes à la recherche de données européennes, nous, on a des données de marché européennes. C'est juste que là, la valeur ajoutée du travail qu'on a fait, c'était d'aller chercher des données terrain pour venir croiser les approches marché qui sont top-down avec une approche bottom-up pour arriver à fiabiliser les chiffres. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera prochainement en extension pays par pays avec Allemagne comme prochain pays. Très bien. Donc en fait, un pays par an, c'est un petit peu l'objectif, c'est ça, d'enrichir
Et puis d'actualiser les données. Je pense qu'on ira France plus tous vite les qu'un ans. pays par an, mais pour l'instant, déjà, faire un nouveau pays, c'est une nouvelle démarche, parce il faut quand même tenir compte du contexte local. L'Allemagne est plutôt un gros pays, donc on veut prendre le temps de bien le faire. Mhm. Et après, je pense qu'on pourrait aller plus vite sur les pays suivants, notamment sur tout ce qui est Benelux, ça pourrait aller assez vite une fois qu'on a France et Allemagne. Et idem sur la zone sud Europe, Italie, Espagne, Portugal. Mhm. D'accord, très bien. Alors, je pensais qu'on avait plus de questions tout à l'heure, mais j'en vois pas plus que ça. Moi, j'avais une question pour vous. Vous évoquiez finalement le fait que la valeur, elle n'est pas sur l'objet, puisque ça devient une commodité, Oui. parce que tout se standardise. Mhm. Mais que avec le contexte actuel, peut-être de protectionnisme Ouais. voilà, le contexte sanitaire, etc., ça pourrait changer les choses au-delà de peut-être effectivement de ce qu'on se dit tous aujourd'hui, que peut-être le monde change beaucoup et plus qu'on ne le croit. Est-ce que vous avez des données un petit peu plus précises sur En fait, cette ouais. évolution? Sur ce point-là, disons que là où on a des données quantitatives, c'est sur le fait, et ça s'applique à l'IoT comme ça s'applique à tout l'électronique, c'est que de toute façon, le hardware perd vite en valeur au fur et à mesure qu'on monte en échelle et que les choses se standardisent. Donc là, la valeur, elle va être déportée vers comment faire l'objet le moins cher possible. Mhm. Et par contre, ce qu'on a en qualitatif, c'est des projets plus récents où effectivement on voit que dans les cahiers des charges, il y a un point supplémentaire sur chercher à avoir un sourcing made in France, par exemple, pour vraiment maîtriser la chaîne complète, la supply chain complète, ou aussi répondre à des enjeux de sécurité, comme je le disais tout à l'heure, en se disant il y a peut-être quelques cas d'usage où on se dit est-ce qu'au final, ce device, cette partie de hardware, ce serveur, est-ce qu'il n'y a pas une faille de sécurité quelque part ou une porte dérobée, un peu comme ce qu'on entend dire sur les équipements réseau Huawei Huawei. utilisés pour la 5G. Donc ça crée des craintes. Alors, c'est pas toujours justifié, hein, Oui. mais voilà, c'est quelque chose qui est maintenant plus dans les esprits des acheteurs et des décideurs. Oui, 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 d'accord. Et ça peut être effectivement. On voit par exemple en France que Huawei finalement n'aura pas d'équipement à terme 5G déployé. Si j'en crois les dernières news que j'ai vu passer sur le sujet. On a une autre question, c'est vous avez parlé de sous-représentation de l'offre de services en France par rapport justement aux objets eux-mêmes. Par contre, c'est quoi sur les types de services qui seraient sous-représentés dans dans ce grand chapeau offre de services? Est-ce qu'il y a des services en particulier qui sont sous-représentés? Alors j'imagine que la question se pose aussi pour se dire quelles opportunités il peut y avoir, sur quelle verticale. Vous avez des infos là-dessus? Oui, mais en fait, le sujet, c'est difficile d'y répondre dans l'absolu, parce que la réponse, elle arrive vraiment de façon différente, verticale par verticale. Mais globalement, là, il y a deux gros sujets où il y a de la valeur à aller chercher en service. Il y a tout ce qui est service d'intégration et professional services. Puisque le sujet, c'est qu'il y a un écosystème qui est encore assez disparate et du coup, il faut venir combiner des briques logicielles entre elles pour venir tirer la valeur et avoir on va dire, un produit fini qui soit simple pour l'utilisateur, que l'utilisateur soit l'utilisateur interne d'une entreprise ou un client final d'une entreprise. Et du coup, il y a la deuxième partie qui va avec, qui est vraiment tout ce qui va être portail utilisateur, dans lequel on n'est pas forcément sur de la complexité dans le traitement des données, leur nettoyage, mais plutôt dans des questions de data vise, de restitution avec des designs qui sont responsives, qui sont un peu au goût du jour et qui sont user-friendly. Ça me semble être les deux sujets sur lesquels il y a de la valeur à aller chercher. Et
et sur lesquels ben, enfin, c'est encore assez variable entre, par exemple, un sujet comme le smart home où la user-friendliness elle va être super importante. Là, on va être dans du B2C. Ou des sujets comme l'industrie 4.0 où aujourd'hui, on va plus faire attention à la qualité des données qu'à la user-friendliness, mais par porosité en fait, des usages, on va de plus en plus retrouver ces sujets-là, y compris sur des mondes B2B plus rigides. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous citez l'intégration de Professional Services dans le produit fini, donc de plus en plus de services finalement intégrés. Et la data vise, c'est exactement, je ne sais pas si vous étiez peut-être sur l'autre conférence, mais c'est exactement ce qui illustrait un petit peu le cas ITK tout à l'heure. C'était vraiment, eux, ils ont su marier effectivement ces deux approches pour offrir plus de valeur aujourd'hui. Très bien. Oui, il y avait effectivement une question sur l'acceptabilité des solutions. Ce que vous évoquez, c'est la convergence demain finalement de cette attention à rendre l'objet, son utilisation acceptable, y compris quand ça change profondément les façons de produire ou de consommer. Et par ailleurs, le côté qualité des données. Est-ce que c'est encore, vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de KPI sur la qualité des données ou sur la fiabilité peut-être. C'est encore un sujet, ça, la qualité des données? Ah, on l'a perdu. Nous avons perdu. Bon, écoutez, on arrive de toute façon à la fin de cette conférence. Peut-être une dernière question. Ah, votre micro est coupé. Ah, ok, c'est bon. J'ai perdu le contrôle sur mon micro pendant un moment. C'est bon. Donc, ouais, sur la qualité des données, c'est un sujet majeur. Oui. Sur quel, sur quoi? Sur les données de maintenance, par exemple de contrôle de maintenance De façon générale, en fait, un des points auxquels se confrontent les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est au début, on se dit bah, super, je vais aller récupérer des données, du coup, je vais pouvoir en faire plein de choses. Mais souvent, en fait, ces données, il faut déjà les traiter, les nettoyer pour enlever tout le bruit qu'il peut y avoir dans ces données et en extraire la partie vraiment utilisable d'un point de vue métier. Et donc ça, il y a souvent une sorte de phase un peu d'étalonnage, d'apprentissage entre récupérer de la donnée brute et avoir de la donnée exploitable, et derrière mettre en place les circuits de décision en fonction des valeurs de ces données. Donc ça, c'est souvent un sujet important, d'autant que l'IoT vient souvent s'inscrire dans un contexte où c'est une source de données supplémentaire, mais il existe d'autres données au sein de l'entreprise qui peuvent être apportées par autre chose que des capteurs. D'accord. Et vous-même, vous avez déjà préconisé des solutions à base de deep learning pour analyser les données, pour justement un petit peu de façon apprenante permettre que les données brutes soient finalement le bruit qu'il peut y avoir sur les données brutes soit évacué et puis qu'on puisse découvrir des patterns, des comportements spécifiques. Vous avez déjà vu ce genre de situation? Oui, tout à fait. Ça, c'est le sens de l'histoire. Mais ce dont on se rend compte, c'est que bien souvent, en fait, on n'a pas besoin d'aller aussi loin en termes de complexité, d'aller dans du deep learning, du machine learning, de l'IA. En fait, si on veut bien le faire, cette partie-là, déjà, c'est un investissement qui est pas neutre, hein, donc il faut le justifier par un volume de données suffisamment conséquent. Et surtout, en fait, aujourd'hui, on est bien souvent sur des apprentissages qui sont supervisés. Et donc, de toute façon, pour pouvoir rendre un apprentissage supervisé efficace, il faut soi-même avoir de la maturité sur les données. Et du coup, ça nécessite souvent une phase préalable où ces données, on les manipule un peu plus manuellement, entre guillemets, sans être dans une machine où tout est automatisé. Et ce qui permet, du coup, derrière, de déduire les règles qu'on va faire ingérer. Et dans une deuxième phase, de monter à l'échelle et là, de passer, oui, sur du machine learning, sur des systèmes plus automatisés. Mais il ne faut pas brûler les étapes, parce que sinon, une machine, aussi intelligente soit-elle, si on ne l'alimente pas correctement, le résultat ne sera pas à la hauteur des espérances.
Ouais, c'est logique. Une dernière question, et puis après, nous en terminerons avec ce webinaire. L'émergence des solutions Edge Computing se confirme-t-elle, vous, à votre niveau, Oui. après cette étude? C'est quoi votre réponse là-dessus? Oui, ça c'est quelque chose qu'on a indiqué d'ailleurs dans notre livre blanc. Si ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver en téléchargement sur notre site, sur le site de BearingPoint ou iotbusinesshub.com. On voit que, alors ça va dépendre des cas d'usage, hein, mais il y a des cas d'usage qui justifient en fait de réduire les temps de latence. Et du coup, on va chercher, il peut y avoir deux choses. On peut chercher à nettoyer au maximum les données au plus proche de l'objet avant de les transférer. Du coup, pour réduire les quantités de données qui vont être transférées dans Cloud. Et il peut y avoir le sujet qui est juste de réactivité maximale et qui va faire que le plus on va réussir à traiter les données en local, plus on va pouvoir faire réagir le système et la servir correctement. Et d'autant que beaucoup d'industriels aussi commencent à revoir leurs serveurs, leurs objets pour les miniaturiser et pouvoir aussi les installer dans des environnements de plus en plus complexes. Donc, par exemple, Schneider Electric avait mis en place des serveurs avec de nouveaux form factors pour qu'ils puissent être placés au plus près de l'objet. Et du coup, justement, réduire les durées et rentrer dans une logique d'edge computing. Après, la réalité, c'est que bien souvent, la solution n'est pas du tout binaire. Hein. Ce n'est pas du edge computing ou du cloud computing. Ça va être en fonction des types de données, des types d'usages qu'on va vouloir en faire. Utiliser au bon moment le serveur local ou la donnée qu'on va envoyer dans le cloud, parce que là, on va avoir besoin de ressources machines conséquentes, mais sur lesquelles on ne va pas avoir une criticité forte en termes de vélocité. Donc, c'est souvent la combinaison entre les deux qui n'est pas simple à trouver, qui nécessite un peu de réflexion. Oui. Et j'avais entendu, moi, sur les conférences aussi, une autre raison qui pouvait pousser à mettre plus d'intelligence sur l'objet, c'était aussi pour en faire un petit peu, préserver la boîte noire finalement de l'objet, qu'il n'y ait pas des données qui soient diffusées en clair, et que déjà, finalement, les données qui sortent, qui sont diffusées sur les plateformes derrière, finalement, c'est des données qui ne livrent pas l'intégralité de l'information, mais uniquement l'information utile pour l'application de l'objet. Tout à fait, absolument, absolument. Ouais. C'est bien cette idée-là de pas noyer en fait le système sous de la donnée brute, mais d'envoyer de la donnée nettoyée propre et de la donnée qui a un sens métier. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'est moi, merci à vous pour l'invitation. Merci. Donc, nous avons fini du coup avec ce webinaire. On va vous envoyer d'ici quelques minutes un petit retour, et vous pourrez aussi indiquer si vous voulez recevoir de l'information de BearingPoint concernant l'étude qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc merci pour avoir été présent cette matinée. Si vous voulez aussi aller plus loin côté objet, côté choix de technologie, de communication ou autre, vous pouvez également contacter chez nous Nicolas Brassou. Je vous ai mis son email sur de l'entretien conseil ou tout simplement un échange pour un peu vous aider à qualifier votre besoin. Puisque, comme le disait Wassim, effectivement, pour le logiciel comme pour le matériel, il n'y a pas une solution qui répond à tous les cas de figure. Il faut vraiment s'adapter aux besoins de chaque situation, de chaque entreprise et de chaque cas d'usage. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire un petit peu chahuté pour ces histoires de micro. Veuillez nous excuser encore une fois pour ces petits aléas techniques. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis